Yo tout le monde, c'est Guigui. Aujourd'hui on lance une nouvelle série de vidéos. Si t'as pas vu ces films, t'es une MERDE, j'ai pas envie de me faire ban par YouTube. Mais aucun jugement, bien au contraire, parce que je donnerai tout, mais toute ma famille, non, peut-être pas, mais... J'en étais sûr. Afin de pouvoir redécouvrir ces chefs-d'œuvre du cinéma pour la première fois. Et pour ceux qui matent beaucoup de films et qui, je parie, les connaissent déjà, coucou, je vais vous donner envie de les revoir sous un nouvel angle. Mais déjà, essayez de deviner ce qu'il y aura dans le top 10. Et surtout, ajoutez-moi en commentaire quels sont vos films de science-fiction préférés. Puisqu'en effet, aujourd'hui, pour cette première vidéo qui sera d'ailleurs divisée en deux, je voulais pas que ce soit trop long, on commence très fort avec mon genre préféré, la science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous en donner 5 et la semaine prochaine, du coup, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Je vous donnerai les 5 autres films de science-fiction qui, pour moi, ont changé le cinéma à tout jamais. Un genre qui nous fait rêver, réfléchir et même parfois un peu flipper, on va pas se mentir. Mais je vais vraiment vous donner le top 10 des films de science-fiction qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Tout simplement. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors après, choisir 10 pépites parmi les centaines qu'il existe sur Terre, c'était pas facile. Donc j'avoue, j'ai un peu triché, j'ai choisi quelques sagas. Mais en fait, c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Je décide. Ok? Mais pour qui il se prend, lui? Allez, prenez du popcorn, on est parti. Action! Le classement se fera un peu par ordre chronologique, donc là je vous propose qu'on remonte très loin, il y a quasiment 100 ans, en 1927. Cette année-là, on a la sortie du premier film parlant. Simone Veil naît au mois de juillet, et c'est un Français qui remporte le prix Nobel. Donc bref, il se passe pas mal de choses, mais on a surtout eu la sortie du film Metropolis de Fritz Lang. Un film avec des robots, des villes futuristes, des humanoïdes et une classe ouvrière en révolte. Résultat, échec critique et commercial. Remettons dans le contexte, Billy, on est en 1927. Les grandes réformes de Staline, ça n'a pas encore eu lieu. Hitler, il suce encore son pouce. Et on est des années avant les livres Brave New World d'Aldous Huxley et 1984 de George Orwell, qui sont les références absolues des œuvres d'opposition entre les classes. Conclusion, Metropolis est un fucking précurseur. Et je vous parle même pas des voitures volantes, des caméras de sécurité et du robot humanoïde qui est une véritable révolution pour l'époque, on n'a jamais vu ça. 1927, rendez-vous compte, il n'y a même pas de frigidaire, il n'y a même pas de grille-pain, il n'y a même pas de micro-ondes, enfin... dinguerie. Tout simplement, Metropolis a introduit des idées visuelles tellement iconiques qu'elles ont influencé à peu près tout ce qui touche à la science-fiction après ça. Et donc là, je vous parle d'influence sur des films comme Blade Runner, Star Wars et même Matrix. Ces films lui doivent tous une dette de gratitude. Pour résumer, Metropolis c'est un peu le grand-père cool de la science-fiction moderne. Et petite anecdote que je vous donne comme ça juste pour vous, l'UNESCO l'a classé dans son programme Mémoire du Monde en 2001, un programme qui vise à préserver le patrimoine de l'humanité. C'est l'un des très rares films à être protégé ainsi, et il faut savoir qu'il se retrouve au milieu d'environ 400 autres documents, comme par exemple la Bible de Gutenberg, ou encore la 9e symphonie de Beethoven. Voilà. Et ça c'est juste pour citer quelques exemples. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Pas forcément non. Donc tout simplement Metropolis révolutionnaire. Donc à vous de voir. Allez, direction 1968 avec... Mon chat est fou, c'est le caca heureux chez le chat. Quand il fait caca, après ils sont tout contents comme ça. Bref, on est en 1968 avec Stanley Kubrick et son énigmatique 2001, l'Odyssée de l'espace. And if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. Il faut s'imaginer un film qui est sorti en 1968 parvient à vous faire décoller et vous faire croire que vous êtes sur Jupiter, mais sans quitter votre fauteuil moelleux de cinéma. À une époque où haute technologie signifiait probablement un grille-pain qui ne brûle pas le pain, Kubrick vous lançait dans l'espace avec des effets visuels bluffants pour l'époque et qui le sont encore d'ailleurs aujourd'hui pour un budget ridicule de 11 millions de dollars. À l'époque c'était énorme. Aujourd'hui, c'est un peu ridicule. Le film commence avec une scène d'intro mythique, qui a d'ailleurs été reprise dans le film Barbie. Avec une musique mythique de Strauss, et Kubrick nous catapulte dans l'avenir avec des vaisseaux spatiaux. Je vous rappelle qu'on est en 1968, on n'est même pas encore allé sur la Lune. Voilà.
Et ce qui rend 2001 l'Odyssée de l'espace si spécial, c'est qu'il combine des visuels hypnotisants avec une histoire faisant probablement autant réfléchir les personnages que le public, qui est d'ailleurs encore en train de débattre 50 ans après sur la signification des mystérieux monolithes. Et puis dans 2001 l'Odyssée de l'espace, il y a HAL 9000, l'ordinateur qui a probablement donné des cauchemars à toute une génération quant à ce qui pourrait arriver si Alexa ou Siri se mettaient à bouder. Avec HAL, on est toujours en 1968, je vous rappelle, on a encore à ce jour l'une des intelligences artificielles les plus célèbres au cinéma. En gros, 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est pas juste un film, c'est une expérience cinématographique qui a redéfini ce que pouvaient apporter les effets spéciaux au cinéma et qui a tout simplement ouvert la voie à des décennies de films de science-fiction ambitieux. Avant on avait Grand-Père avec Metropolis, là c'est un peu le papa. Mais en fait c'est le genre de film qui vous laisse émerveillé et en même temps tellement confus. Après avoir vu le film, t'es en mode mais qu'est-ce que je viens de voir, bordel? Et puis ensuite tu réfléchis sur ta vie pendant plusieurs années. Ouais. Allez, prochain film. Oh les gars, entre nous, je pense que même ceux qui n'ont pas vu ces films, vous auriez pu deviner que le prochain film allait être dans le top. Alors ici, je vous l'avais dit, hein, j'ai un peu triché, j'ai choisi des sagas. Et donc, ici, on va parler de la saga Star Wars. C'est impossible de parler de science-fiction sans évoquer Star Wars, je suis désolé. Une saga qui a commencé en 1977 et qui continue d'émerveiller des petits êtres comme vous et moi, encore à ce jour. Et d'ailleurs, il y a une série qui sort en juin. Bon, je vais pas vous la résumer parce que ce serait trop long, et on n'est pas là pour ça, moi je suis là pour vous donner envie de voir ces films, ou de les revoir pour les connaisseurs. Mais cette saga, c'est la création de bruitages sonores jouissifs que tous les mecs adorent. Seismic charges. Stand by. Nice. George Lucas et son équipe chez Skywalker Sound sont des fucking genius. Ensuite, on a quand même la création du sabre laser. L'arme ultime de Star Wars. Et entre nous, enfin surtout ceux qui connaissent, il n'a pas déjà mimé avoir un sabre laser avec un bâton de bois ou une gourde genre. On l'a tous fait, genre vraiment, me ment pas, on l'a tous fait. Et en plus de ça, les vaisseaux spatiaux et les batailles galactiques sont d'autres aspects qui mettent Star Wars dans une catégorie à part entière. De l'imposant Star Destroyer au petit mais féroce X-Wing, chaque vaisseau spatial est conçu avec un tel souci du détail que leur simple apparition à l'écran est un spectacle en soi. Le Faucon Millennium, s'il vous plaît, c'est mythique, c'est mythique. Les batailles, quant à elles, sont des chefs-d'œuvre de stratégie et d'effets visuels, offrant des moments de cinéma dont tu te souviendras longtemps, gamin. Et bien sûr, la Force. Vous avez rien senti là? Je pensais que j'étais un Jedi. Merde. Bref, ce concept mystique qui sépare Star Wars de pratiquement tous les autres films de science-fiction. Voilà. La Force est la toile de fond spirituelle contre laquelle se jouent des histoires de pouvoir, de famille, de sacrifice et de rédemption. Elle donne à la saga une profondeur et une richesse qui permettent à chaque nouvelle génération de spectateurs de trouver quelque chose de nouveau à apprécier dans l'univers Star Wars. Et ce qui rend vraiment Star Wars exceptionnel, c'est son pouvoir de rassembler les gens, peu importe si vous êtes un Sith, qui sont les méchants, ou un Jedi, qui sont les gentils, un jeune Padawan ou un sage de la Force. Il y a quelque chose dans Star Wars pour chacun d'entre vous, véridique. Parce que dans Star Wars, on retrouve les thèmes de l'amitié, de la lutte contre l'oppression et de la quête d'identité qui sont des thèmes universels. En somme, Star Wars est un lieu où la science rencontre la fiction et où un petit droïde peut vous faire pleurer et rire dans la même scène. C'est magique, c'est mythique, c'est mystique, c'est Star Wars. C'était beau. Quand j'étais petit, à l'âge de 8 ans, mes parents étaient partis en vacances, me laissant seul avec mon plus grand frère et une pile de DVD dont ce coffret-ci. C'est ce même coffret, oui, c'est le vrai coffret. Je vous inverserai peut-être l'écran pour que vous puissiez bien voir. Mais il s'agit tout simplement de la saga Alien. Quatre films, il y en a eu d'autres par la suite. Et d'ailleurs, fun fact amusant, mais le quatrième a été réalisé par Jean-Pierre Jeunet, un Français. Vous le connaissez sûrement pour son film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà, le mec est vraiment passé d'un extrême à un autre avec des monstres. C'est du plaisir, c'est que du plaisir. Mon frère intrépide voulait absolument les voir. Moi, à 8 ans, j'ai accepté direct.
parce que je connaissais pas, je pense. Et ce soir-là, ma perception du cinéma et du genre de la science-fiction changea à tout jamais. Ça fait très sérieux quand elle dit ça. Hein. Oui, mais là, c'était vraiment trop sérieux. Alien est une révolution cinématographique qui a fusionné la science-fiction avec l'horreur, créant un hybride à la fois terrifiant mais fascinant. Ridley Scott a donc sorti le premier film en 1979 en introduisant un concept où l'espace, ce lieu infini de possibilités, devient un piège mortel. Mais là où il a fait très fort, c'est qu'il a su créer une tension palpable, non pas en montrant le monstre, puisqu'on le voit très peu dans le premier, mais en le dissimulant justement dans l'obscurité, en jouant avec les angles de la caméra et avec le suspense. C'est brillant. L'alien lui-même, une créature de cauchemar conçue par H.R. Giger, est un chef-d'œuvre de design biomécanique avec un concept de double bouche horrible, mais fascinant, fascinant, très fascinant. Et ce qui rend Alien si spécial, c'est sa capacité à mêler l'horreur viscérale avec des réflexions profondes sur la nature humaine et notre place dans l'univers. Cette saga a complètement élevé le genre de la science-fiction, le rendant non seulement plus riche et complexe, mais aussi plus pertinent. Franchement, quand je repense à la première fois où je l'ai vu, mais c'était incroyable. Faut absolument les voir. Bon, ça fait un peu peur. Mais quel plaisir. Ah, c'est magnifique. Surtout qu'on a un prochain film Alien qui a été validé par Ridley Scott lui-même, qui sort cet été, donc faut se mettre à jour. Where is it? Allez, maintenant direction 1982 avec un film encore de Ridley Scott. Ouais, après Alien, le mec il enchaîne avec un autre banger, Blade Runner. Et ce film nous pose une question simple mais vertigineuse. Qu'est-ce qui rend un être humain humain? Est-ce la chair et le sang ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Puisqu'avec ses répliquants, des êtres synthétiques indiscernables des humains, le film nous plonge dans une crise d'identité collective qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Les répliquants veulent vivre et aimer, mais est-ce qu'ils ont une âme? Harrison Ford, qui est en train de percer puisqu'il a joué dans Star Wars, maintenant il fait Blade Runner, Camp, le personnage principal, et est chargé de trouver cette réponse. Bien malgré lui, en traquant des créatures trop parfaites. Les images de Blade Runner sont tellement iconiques qu'elles restent gravées dans la rétine de l'histoire du cinéma. Des horizons urbains étouffés par des publicités géantes et des véhicules volants de partout. Et cette musique de Vangelis, le futur était déjà là en fait. Mais c'est pas tout les coquinous, puisqu'on a eu une suite en 2017. Une suite réalisée par Denis Villeneuve, qui a en effet travaillé sur Dune 1 et Dune 2 et qui fera le 3e. Une suite qui n'est pas tellement une prouesse visuelle. Merci Roger Deakins, l'un des meilleurs directeurs de la photographie d'Hollywood. Mais cette suite donne aussi lieu à une profonde exploration des mêmes thèmes qui ont fait de l'original un chef-d'œuvre. Et avec Ryan Gosling en acteur principal, cette suite étend l'univers de l'original de façon spectaculaire, tout en restant fidèle à l'esprit de l'original. Mais Blade Runner a complètement changé le genre de par son montage, de par ses effets visuels, et on est à peu près en même temps que Star Wars, c'est brillant. Brillant. Ils ont des motos vraiment cool d'ailleurs dans Blade Runner. Your story isn't over yet. There's still a page left. Voilà, c'est la fin de la partie 1. La partie 2 aura lieu la semaine prochaine, donc abonnez-vous pour ne pas la rater, puisque je vous donnerai 5 autres bangers qui ont changé le genre de la science-fiction à tout jamais. Je pense que vous pouvez essayer de les deviner. Après, il a fallu que je fasse des choix, c'était pas facile, mais dites-moi vos prédictions en commentaire. Et surtout, si vous avez aimé cette première partie, n'hésitez pas à me le dire en mettant un gros pouce bleu, en partageant la vidéo et en vous abonnant, bien entendu. Sinon, je serai obligé de vous envoyer un xénomorphe, c'est-à-dire les petits aliens que vous voyez ici, pour vous dévorer la cervelle. Voilà, je dis ça tout simplement, il n'y a pas de pression les gars, pas de pression. Donc les gars, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Guigui, merci pour votre écoute, ciao.